Tu aimerais savoir fabriquer un plan en 3 parties en 3 minutes? Voilà le défi que je me suis donné sur ce sujet. L'argent fait-il le bonheur? Oui, en apparence, l'argent contribue au bonheur par le confort de vie et l'élimination des tracas matériels. D'ailleurs, quand on vit dans la misère, on a du mal à se nourrir et se loger. Il paraît difficile d'être épanoui. L'argent, paradoxalement, peut aliéner celui qui cherche à trop en gagner et qui en ferait une obsession. Comment se fait-il que tant de riches et de grandes stars soient si malheureux? Parce que le fait de manquer de rien est un problème. L'argent n'est qu'un paramètre parmi d'autres critères bien plus nobles. On peut tout à fait désirer l'un comme l'autre, comme la plupart des gens. Le bonheur dépend aussi de choses qui ne dépendent pas de soi. Bienvenue chez Monsieur le Professeur. Regarde d'autres mini-vidéos de la chaîne pour savoir rédiger une dissertation. Contacte nos professeurs agrégés pour mieux te guider lors des cours particuliers en ligne. Les tarifs sont subventionnés. Profites-en! La vidéo est dense en informations, mais nous sommes ambitieux pour ta réussite. Accroche-toi! Je te conseille de regarder les excellentes analyses croisant philosophie et cinéma sur notre chaîne. Une notion au programme à travers un film. Par exemple, la nature avec Avatar, l'inconscient avec Inception, la vérité avec Matrix. C'est très bien fait, clair et directement utilisable dans une copie d'examen. Je vais t'expliquer comment construire un bon plan pour ton sujet de dissertation. Pour rappel, tu as découvert ton sujet, tu as listé tous les éléments qui te seront utiles, tu as analysé le sujet et tu as trouvé le piège contenu dans la question. Ainsi, tu as cerné l'intérêt de la question et compris quel était le problème qu'il te fallait discuter. Idéalement donc, tu es bien parvenu à mettre le doigt là où ça fait mal. Philosophiquement. Au brouillon, tu peux maintenant pré-rédiger ton introduction en restituant cette analyse du sujet et en exposant clairement le problème. Mais il faut également et en parallèle pré-rédiger ton développement, puisque ton introduction dépend de la construction de ton plan et inversement. Comme ton temps n'est pas infini, la pré-rédaction du développement ne peut pas être aussi précise que celle pour l'introduction. L'idéal est de parvenir à ce que l'on appelle un plan détaillé, c'est-à-dire un plan non rédigé qui te servira de guide pour la rédaction au propre. Un plan détaillé, c'est d'abord et avant tout un plan structuré en plusieurs parties. Car on l'a également vu, la dissertation est une réponse progressive qui doit être structurée. Il doit donc y avoir des parties pour qu'il y ait une progression. Le développement ne doit surtout pas être un gros bloc qui fait du surplace. Quelles doivent être ces différentes parties, comment les construire, comment les différencier et comment les articuler entre elles? Pour construire un joli plan bien structuré, il y a quelques grands principes à respecter dans tous les cas. Premier principe, il faut qu'il y ait une progression logique entre les différentes parties. Tu ne peux pas répéter la même idée d'une partie à l'autre, il faut qu'on voit tout de suite la plus-value de la deuxième partie par rapport à la première, et ainsi de suite. Il faut donc à chaque fois expliquer au correcteur en quoi consiste cette progression et en quoi cette progression est nécessaire et cohérente. Autrement dit, il faut montrer en quoi la succession de tes parties obéit à un fil directeur qui est le problème que tu as présenté en introduction. Chaque phrase de ta dissertation doit logiquement découler de la phrase précédente. Deuxième principe, il faut toujours qu'il y ait 3 parties. Pourquoi? Parce que 4 ça serait trop long et que 2 ça serait pas assez. Plus sérieusement, pourquoi pas 2 parties? Parce que la dissertation est d'abord l'examen d'un conflit philosophique entre 2 positions qui s'affrontent. Or, si l'on s'en tenait à 2 parties, le risque serait de rester bloqué dans ce conflit, c'est-à-dire de rester verrouillé dans une impasse binaire oui-non, sans qu'on puisse être vraiment satisfait et sans qu'on puisse véritablement déterminer précisément une solution. Le but de la 3e partie est de proposer une sortie de l'impasse oui-non, c'est-à-dire un dépassement par le haut du problème. Quand tu es en conflit avec un ami, toi et lui savez bien que vous ne pouvez pas en rester là, qu'il va falloir avancer et dépasser vos positions respectives, et faire un pas l'un vers l'autre pour trouver une solution d'entente. En philosophie, c'est pareil, on n'aime pas les oppositions binaires, on considère que l'intelligence consiste justement à progresser encore pour éviter une confrontation stérile entre 2 positions qui se feraient éternellement face. Évidemment, trouver une 3e partie, c'est le plus difficile, car cela te force à éviter certaines facilités et cela bouscule tes habitudes. Mais aussi, c'est le plus intéressant, et le plus utile pour la formation de l'esprit. Pas de panique, je suis là pour ça. Nous verrons comment construire ces 3 parties avec des exemples. 3e principe. Chaque partie traite le problème et ne le découpe pas, car cela serait trop facile. Par exemple, si tu as le sujet « La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?», tu ne dois surtout pas faire 1. La liberté, 2. L'obéissance, 3. La liberté et l'obéissance. Cela reviendrait en effet à faire disparaître le problème. Cette règle d'or te force là aussi à prendre le problème pour lui-même dans chacune des 3 parties. Inutile de noter ce que je t'explique. Retrouve sur le site Monsieur le Professeur l'intégralité des textes dans un fascicule numérique reçu en 24 heures.
Il y a des sujets corrigés en intégralité et on a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Notamment, peut-on réussir son bac en révisant sur YouTube? Jolie mise en abîme. On reprend. Quatrième principe. Il faut des transitions entre tes parties. En effet, c'est le point le plus important du développement. Il faut être capable de montrer comment l'analyse que tu développes justifie la progression logique de ta réponse. Par conséquent, à la fin de la première partie, tu dois d'abord faire un bilan. Mais ensuite, il faut que tu montres pourquoi il est impossible de s'arrêter là et pourquoi il est nécessaire de continuer, pourquoi la première partie, sans être fausse, est néanmoins incomplète. N'hésite pas à regarder la vidéo sur la méthode de rédaction du développement pour connaître les règles précises. Une fois ces grands principes énoncés, voyons plus précisément le plan idéal avec quelques exemples. Et pour des dissertations entièrement et précisément traitées, nous avons d'autres vidéos pour toi. Le plan idéal est la version plus subtile et intelligente que la version caricaturale, thèse, antithèse, synthèse. Pourquoi est-ce un plan caricatural? Parce que cela reviendrait à dire 1. Voilà la thèse qui est vraie. 2. Ensuite, je dis le contraire de ce que je viens de dire en défendant l'antithèse qui est vraie aussi. 3. Enfin, je dis un peu des deux qui sont vrais ensemble, je fais une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou bien ça dépend du point de vue, et le correcteur se débrouille et choisit lui-même ce qu'il arrange. Il ne faut surtout pas raisonner comme cela. Le véritable plan dialectique, c'est-à-dire celui qui progresse sans se contredire et sans renoncer à trancher dans le vif, c'est plutôt celui-là, si l'on doit schématiser. 1. Voici l'opinion qui me semble la plus évidente et qu'il faut prendre au sérieux. C'est la partie de l'opinion évidente ou du présupposé à discuter. Mais cette première intuition, qui a pourtant ses justifications, connaît des limites et en réalité suscite plus d'interrogations qu'elle ne résout de problèmes. La première partie est donc incomplète et ne traite pas tous les aspects du problème. Cette deuxième partie est donc la partie critique qui montre que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croyait d'abord. C'est la partie subtile qui répond à la première partie, laquelle est simpliste sans être fausse. Ce grand 2 n'est pas la négation du 1, mais sa prolongation sous un autre angle. 3. Par conséquent, il nous faut progresser une nouvelle fois, en étant parti des présupposés initiaux et en ayant pris en considération les limites soulevées. On peut maintenant défendre la position qui paraît la plus satisfaisante. C'est tout le but de cette troisième partie. Celle-ci est la partie de la résolution du problème. Comment résout-elle le problème identifié en introduction? Soit elle parvient à dépasser l'opposition initiale entre le 1 et le 2 grâce à une troisième voie de conciliation, soit elle parvient à montrer que le problème initial était un faux problème qui n'a plus lieu d'être posé, du moins en ces termes. Et pour finir, soit elle parvient à montrer que la question a un autre sens qui est en fait plus pertinent et qu'il faut traiter. Pourquoi est-ce un plan idéal? Parce que, en progressant de cette manière, la troisième partie présentera une position qui sera d'autant plus pertinente qu'elle aura fait l'effort intellectuel de partir de l'opinion évidente, le 1, et qu'elle aura fait aussi l'effort d'en justifier les limites, le 2. La troisième partie sera la plus satisfaisante parce qu'elle aura fait cet effort du cheminement au lieu d'être livrée d'un coup d'un seul. Il ne faut donc pas être trop subtil tout de suite, il faut savoir garder ses meilleures cartouches pour la troisième partie. Et donc, en ayant en tête le point d'arrivée. Il faut partir d'assez loin pour être sûr d'arriver où l'on veut dans le grand 3. Mais pas avant, pas trop tôt. Pour laisser du suspense afin de mieux briller à la fin en surprenant son correcteur. Tu arrives à me suivre? N'hésite pas à passer aux toilettes si besoin, je peux attendre. Alors prenons 2 exemples et appliquons rapidement le plan. Premier exemple, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? 1. À première vue, ce qui paraît le plus évident, c'est que la définition de la liberté exclut toute forme d'obéissance. 2. Je ne nie pas ce que je viens de dire, mais je présente le problème sous un autre angle. Cette position n'est pas sans poser de problème puisque cela voudrait dire que seul celui qui n'écoute que ses désirs est vraiment libre. Or, celui qui se drogue contre l'avis des médecins et qui est addict, est-il vraiment libre? 3. Synthèse et conciliation des contradictions. Il s'agit enfin de montrer qu'il y a des formes d'obéissance qui sont compatibles avec la liberté, ou en tout cas avec une certaine conception de la liberté. Je peux obéir librement si je reconnais la légitimité de la personne à laquelle j'obéis. On peut même aller plus loin et dire en outre que l'obéissance à soi-même est même une condition de la véritable liberté. Si j'obéis à ma conscience qui me dit de ne pas prendre de drogue parce que cela est mauvais pour moi, je serais en réalité plus libre si je me laissais aller à tous mes désirs n'importe comment. Il faut nuancer. Deuxième exemple, à quoi bon l'art? 1. À première vue, le présupposé semble aller de soi. L'art n'est pas d'abord là pour être utile, l'art n'est bon à rien, c'est une activité superflue dont on pourrait se passer pour survivre. 2. Néanmoins, cela pose problème car les œuvres d'art remplissent bien certaines fonctions sociales et nous touchent d'une manière ou d'une autre. Je ne contredis pas le 1, je le nuance. 3. Synthèse et réconciliation.
En réalité, il semblerait que l'art soit au contraire la chose la plus utile ou la plus précieuse, car nous ne voulons pas simplement survivre, mais également bien vivre. Vivre et rencontrer des émotions, vivre et rencontrer de la beauté. À chaque fois, la troisième partie est bien celle qui va le plus loin et qui est la plus subtile. Soit elle montre que l'opposition initiale peut être dépassée et doit être remise en cause, la liberté et l'obéissance peuvent être conciliées à telle ou telle condition, selon telle ou telle définition. Soit elle remet en cause le présupposé même du sujet. L'art, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas bon à rien, mais se révèle infiniment précieux. Et pour finir, soit elle sort du chapeau magique un sens de la question qui n'avait pas été jusque-là examiné. Voilà pour le plan idéal. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. C'est pourquoi je te propose deux autres parades qui sont moins brillantes, mais qui peuvent fonctionner. Première parade, le retour à la case départ. 1. L'opinion évidente présentée de manière grossière et paresseuse. 2. La partie critique. 3. L'opinion évidente mais présentée de manière plus subtile. Deuxième parade, j'enfonce le clou avec par exemple « L'art peut-il changer le monde ?» 1. Plutôt non, pour X ou Y raison. 2. Plutôt oui, pour une première grande raison, par exemple parce que la beauté peut changer le monde, le rendre plus aimable ou plus pacifique. 3. Plutôt oui pour une seconde grande raison distincte de la première, parce que l'art, sans avoir besoin d'être beau, est d'abord là pour véhiculer un message politique. Comme tu le vois, dans cette deuxième parade, la partie 2 et 3 vont dans le même sens, mais pour des raisons différentes. C'est pour cela que ce n'est pas l'idéal, même si cela est mieux que rien. Les sous-parties sont là pour exposer différents aspects d'un même argument. Par exemple, si je fais une partie qui défend l'idée que l'art peut changer le monde, on voit bien qu'il y a plusieurs justifications différentes. Parce que l'artiste doit être engagé, parce que l'artiste a un statut à part entière, parce que la beauté nous émeut et parce que l'artiste parle à notre cœur, etc. Les sous-parties sont donc des paragraphes distincts qui montrent qu'il peut y avoir des sous-arguments traitant d'aspects différents au sein de la même grande idée que l'on défend. Et de la même manière, la progression entre les sous-parties doit être tout aussi justifiée qu'entre les grandes parties. Idéalement, s'il y a 3 grandes parties, il doit y avoir 3 sous-parties par grande partie. Mais en général, les correcteurs sont moins regardants sur le nombre précis de sous-parties. L'essentiel étant qu'il y ait toujours de manière explicite une progression au sein de tes parties. La clé est de montrer au correcteur que tu es capable de montrer pourquoi le problème discuté ne peut pas être réglé en 3 lignes et qu'il faut progresser pendant toute la copie, y compris au sein des grandes parties. En résumé, construire un plan doit obéir à certains principes simples. Une progression, toujours 3 parties, pas de fracturation du sujet, des transitions permanentes et une structure dialectique. La partie 1 prend au sérieux le présupposé ou l'opinion qui paraît évidente, puis le 2 souligne les insuffisances du 1 et le 3 est là pour apporter la réponse la plus satisfaisante, c'est-à-dire la réponse la plus nuancée, la plus précise et la plus complète. Pour des exemples plus approfondis, va voir nos autres vidéos. Si tu as eu le courage de tenir jusque-là, merci et sincères félicitations. N'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est important pour nous soutenir et ça me fera plaisir. Je suis de tout cœur avec toi pour cette année difficile. Courage!